Bonjour à tous, il est le dernier candidat en date au municipal également pour la métropole, un élu qui se préparait déjà depuis plusieurs mois avec cette question. Osera-t-il se lancer, désormais remplacé par une autre? Ira-t-il jusqu'au bout? Son camp l'a lâché, on apprécie peu qu'il se déclare au lendemain du candidat des Républicains. Il tente sa chance, en tout cas, tente de la jouer comme Emmanuel Macron avant lui, à droite mais pas trop, hors des partis traditionnels. Encore faut-il que ça imprime, on en parle avec Pascal Blache, mon invité dans Face à Face. Bonjour Pascal Blache. Bonjour. Je le disais, quel poste vous intéresse vraiment? C'est la mairie ou c'est d'être président de la métropole? Tout et rien en particulier, en fait. Non, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas tellement de savoir quel poste, c'est d'abord de savoir quel est le projet qu'on veut porter, les idées nouvelles. On sent bien que ça bouge. La ville de Lyon a besoin, au sein de cette métropole, étant complètement intégrée, de pouvoir se réoxygéner un peu. Voilà, moi, je suis plutôt dans une candidature qui consiste à établir la situation, rechercher ce qui fonctionne, rechercher ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, et avoir une vision pour les 20 à 30 ans qui viennent. Et de là, on verra qui peut porter à la ville ou à la métropole le projet. Mais quand on se porte candidat officiellement, comme vous l'avez fait il y a quelques semaines, vous comprenez que ça puisse sembler quand même très désuet de se présenter à tout en disant « on verra ». Non, c'est plutôt très moderne, parce que c'est difficile de dire je me présente à la ville. Aujourd'hui, tout est lié. Moi, je suis maire d'arrondissement, donc je vois bien comment les choses se passent. On est en permanence en train de travailler avec la ville de Lyon, en permanence à travailler avec la métropole. Donc aujourd'hui, dire je vais m'attribuer une tête de liste à la ville ou à la métropole, c'est un peu trop tôt pour le dire. Le système, en plus, d'élection à la métropole va changer par circonscription métropolitaine. Donc moi, je veux plutôt embrasser la totalité pour savoir quels sont les projets qu'il faut porter vite, pour certains. Et après, on verra. Donc c'est plutôt une candidature large sur le contenu et sur les projets. Alors cette candidature, vous l'avez annoncée le lendemain de celle d'Étienne Blanc dans le calendrier. Quel message fallait-il y voir? Aucun. Parce qu'en fait, je crois que c'était pas tellement... Moi, j'avais pas prévu ce timing, pour dire la vérité. Moi, je discutais avec Étienne Blanc, moi, je discutais avec tout le monde. Et c'est parti un peu dans la précipitation. Et dans cette précipitation, que je peux comprendre, que les Républicains aient envie de resserrer leur famille politique, ça me paraît légitime et normal. Mais je voulais pas me retrouver enfermé, moi, dans une structure, une organisation dans laquelle j'avais d'autres voix à porter, d'autres choses à dire, et qui peuvent élargir cette position. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et en attendant, est-ce que ça vous dérange d'être qualifié comme le fossoyeur de la droite lyonnaise? Ça me dérange, ni ça m'arrange. Je pense que c'est faux, parce que la droite, vous savez, à l'époque de la droite, au sens Sarkozy et des autres, il y avait une union générale du centre, des humanistes, des libéraux, de ceux qui étaient très ouverts, du centre et de la droite. Aujourd'hui, effectivement, la ligne républicain versus Laurent Wauquiez aujourd'hui est quand même extrêmement resserrée. Et donc, pour moi, j'occupe plutôt toute la partie plus ouverte. Moi, je viens du monde de l'entreprise, société civile, je suis plutôt du centre droit. Et voilà, donc, et je pense qu'à Lyon, ça parle un peu quand même, tout ça. On va en parler de cette ligne, mais juste après votre candidature, il y a eu immédiatement ce communiqué signé notamment par le nouveau patron de la fédération, mais également d'autres élus, y compris de votre arrondissement, actant votre départ pour une aventure personnelle. Ce sont les mots. Comment vous l'avez pris, ce communiqué? Vous savez, moi, je travaille dans mon arrondissement. Je suis parti dans une explication assez claire sur une droite ouverte, large, qui correspond à notre territoire. Après, il y a le problème des Républicains. Moi, je ne suis pas encarté, donc je n'ai pas à donner, à rendre des comptes à un parti. Je rends des comptes à la population, aux gens pour qui j'administre. Voilà, je l'ai pris plutôt bien, parce que ça voulait dire, en gros, qu'ils ne voulaient pas me virer et qu'en quelque sorte, il ne fallait pas insulter l'avenir. Mais vous administrez quand même vous travaillez avec des élus. Oui. On voit que même Dominique Nachury, par exemple, signe ce texte. Je pense qu'ils font une erreur, les élus. On travaille pour la population. Là, ils travaillent pour eux-mêmes. Moi, je travaille pour la population. Je ne dis jamais mal des élus, de Pierre-Paul Jacques et de ceux qui travaillent avec moi, parce que je trouve ça non productif et surtout incompréhensible au niveau de la population. Non, je crois que... Après, chacun peut avoir sa ligne. Et ce que je réfute et ce que je trouve complètement faux, c'est qu'au contraire, je ne divise pas la droite, j'additionne. Vous voyez, j'additionne une droite
organisée, républicaine. Il y a d'autres droites qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus larges. Gagner à Lyon contre Gérard Collomb aujourd'hui, je vous explique, il va falloir qu'il y ait un grand rassemblement qui va bien au-delà des Républicains. 2 mois se sont écoulés depuis cette annonce de candidature. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec les Républicains, justement? Oui, bien sûr. Moi, je parle avec Étienne Blanc. On parle, on n'est pas encore en phase sur tout, on réfléchit, mais tout le monde se parle, heureusement. On parle du projet, de comment la ville va évoluer, des circonstances dans lesquelles nous sommes, des élections européennes qui vont arriver, qu'est-ce que ça va donner, quel va être le résultat des Républicains, quel va être le résultat d'En Marche. Celui qui vous a appelé le premier après votre candidature? Je me souviens plus trop du timing, mais on s'appelait assez régulièrement. Voilà, moi je parle des projets, après chacun, on verra au moment des élections comment on arbitrera les listes, et surtout voilà, les postes qui en sortiront. Donc la question c'est ça, c'est finalement est-ce que la fracture est irrémédiable ou si tenter juste un coup de force, un coup de poker en tout cas, et puis ça se terminera avec Étienne Blanc? C'est pas un coup de poker. Pour moi, c'est ma vision des choses, elle est très ouverte. Je vis ici depuis 35 ans, je travaille ici depuis 35 ans, je vis pas que dans le 6e arrondissement de Lyon, j'ai fait de l'associatif dans le 7e, dans le 8e, dans le 9e, et je peux vous dire que les gens ne sont pas trop intéressés aux partis politiques. Il faut regarder les adhérents qu'il y a dans les partis politiques. Les adhérents des partis politiques, c'est 0,5% de la population. Je m'intéresse aux 99,5% des autres, qui ont des aspirations voilà, politiques, mais au sens de la façon dont ils veulent vivre. Moi, je me positionne là-dessus, et on verra après. Et je ne voulais pas me retrouver scotché que politiquement, et je voulais avoir un système ouvert, et j'avais créé une association qui était déjà dans ce sens-là en 2016. Pardon. Voilà, oui. Et au-delà des partis, au-delà des personnes, sur la ligne, comment vous la qualifiez, cette ligne d'Étienne Blanc, auquel vous ne souscrivez pas pour l'instant? Mais je ne souscris pas, il y a une partie à laquelle je souscris. Ce que je ne souscris pas, c'est que penser que parce qu'on est encarté les Républicains... D'accord, mais sur le fond? Alors sur le fond, mais moi je parle avec Étienne Blanc, sur le fond, il y en a plein de sujets sur lesquels on est d'accord. Des sujets sociétaux, des sujets d'organisation, de nouvelles façons de voir une gestion globale, mais on est plutôt sur des contenus, sur des contenus on va être d'accord, sur d'autres, moi je trouve que ça ne va pas assez loin, ou parfois c'est peut-être trop rigide par rapport à la vie dans laquelle on vit, mais on est dans cette discussion. Vous savez, la campagne, elle va démarrer dans... Là, déjà, vos discours ont un peu évolué. Parce Pourquoi? que quand vous avez annoncé votre candidature, vous disiez qu'il était trop conservateur, il incarnait trop cette ligne trop à droite de Laurent Wauquiez qui vous dérangeait. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nuancé. Non, parce que mes discussions avec lui, même si on n'est pas d'accord sur tout, montrent bien qu'on a des points en commun qu'on peut développer. Quand il a été candidat, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Étienne Blanc a été candidat, c'est son droit, et c'est quelqu'un qui a une expérience politique, qui a de l'épaisseur politique, qui a été député, donc il n'y a pas de raison de douter de sa qualité. On était dans une situation où on était dans le retour de Gérard Collomb. Donc moi, ça ne m'allait pas d'avoir Gérard Collomb qui allait dire « Vous avez vu, il y a 2 candidats, il y a moi et le candidat conservateur des Républicains de Laurent Wauquiez ». C'était fini. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de porter aussi une voix complémentaire, amener d'autres arguments. Je suis maire d'arrondissement, je suis là, je travaille pour tous ces sujets. Voilà. Et aujourd'hui, on discute sur des sujets, mais on n'est pas encore en train de... Voilà, chacun fait sa voie, son chemin, et puis on verra. Justement, Gérard Collomb, quand il a réagi à l'annonce de votre candidature en privé, il a estimé que c'était une bonne nouvelle. Ah, je ne sais pas, moi j'étais pas en privé, j'étais pas là, c'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que vous parlez également avec Gérard Collomb? Gérard, imaginez bien que quand on est maire d'arrondissement comme moi, je suis obligé de parler avec Gérard Collomb et avec le président de la métropole. Pour le futur? Non, aujourd'hui je ne parle pas vraiment avec lui, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui en direct. Ça, je vois dans la presse que des choses sortent, parfois et qui peuvent laisser penser. On dit que vous pourriez finir par le rallier lui aussi, on dit, dans la presse. Ouais, mais aujourd'hui, dans la presse, on le dit. Pour le moment, je n'ai pas rencontré Gérard Collomb, ni dans un dîner, comme ça a été noté. Mais voilà. Mais si je dois parler avec Gérard Collomb, je parlerai avec Gérard Collomb. Je parlerai avec tout le monde. Enfin, ne pas parler avec Gérard Collomb, qui est dans son 3e mandat, qui, à mon avis, a une certaine vision quand même de ce qui s'est passé, même si on peut penser qu'il va falloir faire plein de choses autrement, ça serait complètement ubuesque. Mais c'est ça, parce que vous vous décrivez comme de centre droit, hors parti, un peu comme Gérard Collomb, au final. Ouais, enfin, moi mon origine est comme ça. Lui, il a démarré au Parti Socialiste. Oui, quand même. Chacun peut évoluer. Ah, mais bien sûr, on a bien vu qu'il avait évolué. Hein. Mais du coup, vous vous
Entre Étienne Blanc et Gérard Collomb, où vous placez? Mais aujourd'hui... Au centre-centre? Non, le centre-centre, enfin, le centre-centre, je ne sais pas... Plus près d'Étienne Blanc ou plus près de Gérard Collomb? Ben, je ne sais pas, Gérard Collomb est à droite, j'ai l'impression, donc c'est compliqué à mesurer. Donc, alors qu'est-ce qui vous différencie de lui? Mais ce qui me différencie de lui, c'est qu'aujourd'hui... Au-delà de l'homme. Au-delà de l'homme, ce qui me différencie de Gérard Collomb aujourd'hui, si on doit trouver une différence, c'est que moi aujourd'hui, je n'ai pas à me bagarrer pour des arrangements politiques, pour savoir comment je vais tenir ma partie gauche, ma partie droite, le centre, je vois bien ce qui se passe. Pour lui, c'est compliqué aujourd'hui. Oui, parce que il a essaimé. Il a créé de nouvelles personnalités politiques dans son mandat. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Moi, j'ai qu'un seul sujet. Je m'exonère de tout ça. Je veux juste savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça fonctionne bien. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a besoin de réfléchir un peu différemment et en dehors de cette organisation politique existante. Autrement, on va perdre le fil. Et on commence, sur certains sujets, un petit peu à patauger. Mais ça, c'est sur la forme, sur le fond, sur les idées, sur la ligne. Mais sur la ligne, les idées, je pense qu'on est tous, tout le monde a un peu envie que ça se passe bien. Mais moi... Ça, c'est facile comme réponse. Oui, mais moi, je ne suis pas dans l'incantation. Oui, vous allez me dire la ligne. Bien sûr, je ne sais pas. Aujourd'hui, la sécurité. Moi, je suis pour une sécurité positive. C'est un marqueur de droite ou c'est un marqueur de gauche si on dit sécurité positive? Sécurité, première des libertés. Ah, c'est quand même un sujet à Lyon. On a ce sujet, il faut bien le poser sur la table. Et moi, je ne le pose pas sur la table en me disant j'ai des contraintes, qu'est-ce que ça va coûter. On dit on a des problèmes de financement, on va augmenter les impôts. Je ne partage pas cet avis. Moi, je propose qu'on n'augmente pas les impôts, qu'on gère de façon dynamique le budget de la ville de Lyon. Bah, ça, c'est nouveau. Et pour le moment, Gérard Collomb ou ceux qui sont en place, c'est compliqué de l'imaginer pour eux parce qu'ils sont déjà dans un système, dans un mode de fonctionnement. Donc il faut un peu de rupture, de changement. Il faut garder ce qui est bon et changer ce qui ne va pas. Alors vous êtes déclaré relativement tôt, même si vous étiez déjà le troisième, parce que vous le reconnaissiez, il y a ce déficit de notoriété à combler. Oui. Depuis 2 mois, vous avez senti un entrain derrière votre candidature? Vous savez, ça, quand vous êtes candidat, si vous semble que tout le monde vous connaît et que ça marche bien, c'est fichu. Moi, je pars toujours du principe qu'on ne me connaît pas, et toujours pas, donc pour travailler sur le terrain. Là, je rentre dans un grand plan de rencontres de partout, dans Lyon, dans des réseaux pas que professionnels, associatifs, dans tous les arrondissements, des petites réunions, pour partager, parce que c'est aussi, dans ma démarche, on sent bien ce qu'il faut faire, mais c'est bien aussi de partager avec les Lyonnais pour avoir un retour de leur part, pour être sûr que ce qu'on est en train de faire, ça se valide un peu. On ne va pas se retrouver dans une situation où, en fait, à chaque campagne, il y a qu'à Faucon, je m'invente des transports en commun très chers que je ne ferai jamais, je m'invente des installations culturelles, sportives énormes que je ne ferai pas parce que ça ne passe pas, mais je les ai annoncées. Moi, je ne fais pas ça. Et alors, je veux faire des choses dont on est sûr de pouvoir les financer et les produire. Comment est-ce que vous comptez vous faire remarquer? Sur quel thème? Moi, j'ai besoin d'aller rencontrer des gens parce qu'il faut qu'ils me connaissent et qu'ils connaissent ma façon de penser, ma façon de voir, mais les 10 points ou les 9 priorités. Il faut qu'ils vous assimilent à quelque chose. Oui. Au-delà du nom, de dire, moi, ça c'est Pascal Blache, il y a une belle cravate qui présente bien. Ouais. Sur quoi? Qu'est-ce que vous comptez incarner? On est en train de finaliser, là, ça va être fini, les points forts, les 9-10 points forts qu'on veut porter pour cette campagne, qui sont des points, je dirais, un peu incontournables de la façon dont on voit les choses pour les 20 ans qui viennent. On a la sécurité, on a les problèmes de mobilité, mais mobilité égale écologie. Quand je dis sécurité, moi je suis bien placé pour le savoir. Dans le 6e, on a eu des accidents graves. On a des modes de déplacement qui se multiplient. Voilà, ça peut être une chance, mais ça peut être aussi un moment plus difficile en cohabitation. Comment on gère ça? On a toutes les problématiques des services publics, on a le problème du financement de la ville, on a le problème des îlots de chaleur. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire mon programme maintenant, on a des points forts qu'on va défendre, on va les porter, on va les présenter, on va dire, ben voilà, moi je suis là-dessus. Et ma façon de voir la vie de demain, elle doit s'établir autour de ces points-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce que vous voulez les amender? Est-ce que vous pensez? Et une fois qu'on aura fait le tour, on verra. Et peut-être que les gens diront, bon, ça ne nous intéresse pas. Et puis voilà, et puis on verra comment ça se passe dans un an, enfin dans 6 mois, dans un an, ou alors ça accroche, et puis on trouvera du monde des gens qui veulent participer. On ça sent veut dire quand même. Quoi, on verra dans 6 mois ou dans un an? Parce que moi je suis comme ça, on doit travailler pour
pour les idées que l'on a et avec des temps de passage. Donc aujourd'hui, moi, je vais travailler là-dessus pendant 6 mois sur cette présentation auprès de la population. On fera un état des lieux, on regardera où on en est. Il y aura les vacances d'été, on se retrouvera en septembre, et c'est là en septembre qu'on verra si Pascal Blache il émerge, est-ce que ces idées sont portées, est-ce que les gens aiment ça, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus forts que lui. Moi, je n'ai pas vocation à porter quelque chose coûte que coûte. Je ne suis pas élu pour la vie, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis élu pour faire des choses. Mais enfin, si vous estimez que personne d'autre ne porte vos idées, votre ligne... Ah bah si personne ne veut porter mes idées, ma ligne, je serai obligé d'y aller. Mais si ça n'émerge pas. Écoutez, après, il faut prendre des risques. Mais vous savez, on a le temps. On a le temps, tout ça. Mais je suis d'accord avec vous. Pour le moment, la notoriété, le projet. Vous aviez déjà créé votre propre parti, mais vous allez avoir besoin de ralliement, de soutien, justement. Sinon, c'est plutôt mauvais signe, de soutien d'élus. Oui, mais j'en ai plein. Mais dans le groupe qu'on appelle les Républicains divers droite et apparentés, il y en a 30% qui ne sont pas encartés. Et avec qui je travaille tous les jours. Et il y en a d'autres qui sont d'ailleurs pas encartés du tout, qui sont ni aux Républicains, ni à droite, ni à gauche, ni au Parti Socialiste, ni chez En Marche. Il y a des gens de chez En Marche qui m'appellent. Certains se sont retrouvés un peu orphelins. Ils vous disent quoi? Ceux qui étaient de centre-droit, des juppéistes, enfin, je sais pas, des gens qui avaient trouvé ce projet d'En Marche intéressant, ils ont plongé à Lyon. C'est là que ça a démarré quand même un peu l'histoire. Et ils se sont retrouvés orphelins. Et Gérard Collomb revient en disant « je ne me représenterai pas sous l'étiquette En Marche ». Et puis, Mme Collomb essaie de suivre les comités. Certains disent « on ne sait plus comment ça fonctionne ». Ils ont le trac, ils voient ce qui se passe au niveau du gouvernement, ils nous appellent. Mais ils ne reviennent pas avec une ligne en disant on ne se met pas sur un marqueur politique. Les idées que vous êtes en train de développer nous intéressent, elles sont pragmatiques, on revient vers vous. Ils cherchent Donc il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, mais qui sont plutôt issus de ce centre-droit, même centre-gauche. J'ai des radicaux, si on doit les positionner. Mais la plupart, ils ne se positionnent pas politiquement, ils ne vous disent pas « je suis comme ça, j'étais là ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi des vrais gens, désolé pour les élus qui sont là toujours, des élus, c'est très important parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et aussi des vrais gens qui, eux, ont envie de participer à quelque chose qui sort du cadre convenu de l'alignement politique. Et des élus, par exemple, qui ont quitté les Républicains, qui se sont démarqués comme vous, je pense à Nora Berra, par exemple. Nora Berra est toujours républicain, non? Je ne sais pas, d'après mes informations. Ouais, non, elle a quitté les Républicains. D'accord. Oui, par exemple, est-ce que des personnalités un peu connues, enfin très connues, étaient candidates à la primaire pour les dernières municipales, vous souhaitez que ces personnalités-là vous rejoignent, que ça donne un peu de poids, de notoriété aussi à votre candidature? Vous parlez d'Agir, d'Emmanuel Hamelin. Je parle de personnalités qui sont connues politiquement. Moi, ce qui m'importe, c'est qui sont les gens, ce qu'ils veulent faire. Parce que vous comprenez bien que moi, je ne suis pas issu de ce monde politique. Je ne me suis pas battu pendant 30 ans pour garder une place, une circo, ainsi de suite. Oui, mais vous savez comment ça fonctionne, ça. Vous avez raison. Mais moi, aujourd'hui, je parle avec tous ceux qui sont intéressés à notre projet. Et je pense que le projet qu'on propose, il est aussi bon et sans doute meilleur sur certains sujets parce qu'on va chercher la société civile et des gens qui sont des sachants de leur domaine d'activité. Et pas... pas des effets de manche pour présenter un programme. On n'entend pas beaucoup, pas très fort en tout cas, la droite sur cette actualité qui dure, sur celle des Gilets jaunes. Comment vous l'analysez, ce mouvement? Alors, je pense qu'il y a... chacun va y aller de son commentaire. Les Gilets jaunes, si vous voulez, il y a une partie de la population qui est en difficulté, qui vit dans le monde rural, tout ce qu'on a décrit. Parce qu'il y a eu une époque où on est sorti des villes pour avoir sa petite maison, son petit jardin, on trouvait ça agréable. C'était... il y avait autour de ces lotissements qui se sont construits des commerces, des entreprises. Tout ça a diminué. Et donc ces gens sont en difficulté parce que ça leur coûte cher de vivre à l'extérieur. C'est un fait. Et à la fin du mois, c'est serré. C'est un fait. Je pense que M. Macron n'a pas bien pris la dimension au niveau national, avec une certaine suffisance, des explications un peu théoriques, très urbaines, très métropole, Et il s'est décalé un petit peu de cette situation. Là-dessus, ça a aggloméré ces gens en difficulté, puis plus les autres. Dans les autres, il y a des gens qui sont au chômage, qui ne travaillent plus depuis longtemps. Et ceux-là, ils vivent des aides sociales de l'État. Ça s'est aggloméré.
Et en plus, pour faire court, au niveau de l'État, on a voulu gérer dans un temps long une transition énergétique qui nécessite du temps, en impactant directement la taxe sur le gasoil des gens qui étaient en difficulté. C'était sûr que c'était bouillant, il suffisait d'allumer la mèche, ça allait péter. Bon, on s'en est pas trop rendu compte, parce que ça démarrait tout doucement, et d'un seul coup, ça s'est levé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne peut pas durer éternellement. Il y a des réponses. Et des réponses. Apportées par il y a des réponses qui ont été apportées, un peu sous la contrainte, on a bien compris. C'est bien de répondre, c'est bien de donner un peu d'air aux gens. Après, il ne faut pas être sur la contrainte en permanence de tout, ou alors on va demander. Moi, je vous le dis, il y a un problème qui n'est pas lié à M. Macron, mais qui est un problème qui date depuis 30 ou 40 ans. On a un sujet, il faut redéfinir le rôle et les prestations de services que l'État propose aux citoyens français. C'est pas clair. On ne peut pas demander tout, la médecine gratuite, l'assurance chômage, on ne peut pas demander tout, des installations publiques de partout, ça a un coût. Et on sait bien que pour payer ça, donc on a le sujet de fond, ce serait de dire quelle est la prestation que l'État propose aux Français, dans quelles conditions et jusqu'où, pour que tout le monde sache bien ce à quoi il a le droit et ce qu'il doit faire en contrepartie du droit qu'on lui donne. Et ça, c'est pas clair. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est trop flottant pour arriver à trouver des accords entre les Gilets jaunes, les élus. Et puis, avec le problème des élus locaux, on ne peut pas tout mettre sur les maires. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas les maires, localement, il n'y a plus personne. Alors qu'on a un grand nombre d'élus en France. Je crois qu'on a plus d'élus en France que l'Italie et l'Allemagne réunis. Et on n'a plus que les maires pour gérer le problème des relations. Et il y a des choses qui ne sont pas bien équilibrées. Et tout ce qu'a annoncé le gouvernement, que ce soit la hausse du SMIC, des interventions de l'État dans l'économie, et au final, le creusement du déficit, est-ce que le gouvernement n'avait pas le choix? Ça va quand même à l'encontre du programme d'Emmanuel Macron. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron a été élu sur un programme, une nouvelle vision, et une attente très forte des Français qui se sont dit, après tout, pourquoi pas, ce qu'il propose, si ça marche, ça va nous sortir de 30 ans ou 40 ans pas de mauvaise politique, de mauvaise gestion, mais d'un trend particulier. C'est pas aussi simple que ça. Quand vous êtes élu, déjà avec un socle un peu faible, mais quand vous êtes élu, c'est pas une page blanche, on fait point 1, point 2, point 3 et on en ligne. Vous héritez toute l'infrastructure, tous les services de l'État, ils sont là. Et le lendemain, il faut gérer. Et je pense que vous ne pouvez pas, de jour au lendemain, donc c'est un temps qui est plutôt long, il a raison, il a voulu réformer, mais vous ne réformez pas en commençant par le bas et en disant je vais commencer à baisser, rajouter des taxes pour la transition énergétique est un temps long. Donc voilà, donc c'est la méthode, la façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Maintenant, il faut qu'il revienne un peu aux fondamentaux, il faut qu'il réorganise, à mon avis, dans ses ministères, un petit peu les choses. Je trouve que les ministres sont pas, il y en a des très bien, mais quand même, ils ne sont pas très forts en termes de la façon d'imprimer, de porter leurs projets. Je pense qu'il faut qu'il redéfinisse ça, il faut qu'il redéfinisse ce qu'il veut faire pour les Français et dans quel timing surtout. Et puis voilà, et puis moi je pense qu'il faut arrêter avec cette politique où on fait de l'incantation, des grandes annonces qui sont un peu hors sol, quoi, je veux dire, hors du temps, les gens comprennent pas. Jusque-là, quand même, depuis 1 an et demi qu'il est au pouvoir, au-delà des annonces, il y avait quand même des réformes concrètes. Il y a eu la réforme de la SNCF, oui. La réforme du Code du travail. Oui. Il n'a pas perdu de temps. Non. Personne ne l'avait fait avant lui. C'est vrai. La première année était parfaite, ça se passait bien d'ailleurs, rappelez-vous. Jusqu'à l'affaire Benalla, ça allait bien. Les gens se disaient, bon, moi, c'est pas facile. Non, mais il a pris des décisions au départ qui étaient applicables. Et après, une espèce d'accélération, en fait, d'intention. Peut-être aussi pour des raisons de politique européenne, où il veut porter l'Europe, et comme on a du mal, nous, à tenir nos engagements, la France, et qu'en gros, on a, avec la COP21, s'est engagé sur des sujets de transition énergétique, il a voulu porter ça. Et je pense que ça va trop vite, et c'est trop décalé de la réalité de la vie des Français. Donc il y a eu ces plusieurs affaires, il y a eu un peu de déstabilisation, et beaucoup d'interventions et de prises de position qui étaient décalées par rapport à l'attente. Du coup, il y a une accélération, maintenant le retour va être compliqué. Et justement, ces annonces, est-ce que ça vous inquiète? Vous le voyez comme un retour en arrière, ou vous dites finalement on ne peut rien faire en France, on ne peut pas réformer? À chaque fois, il faut toujours redonner, redépenser. Les deux. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut d'abord expliquer aux Français en quoi l'État intervient pour eux. Parce que c'est pas clair. S'il suffit de lever le doigt pour dire j'ai besoin, je veux, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut repartir de là. Mais là, il va falloir du courage. Parce que repartir au départ pour dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que l'État fait pour vous,
en termes de sécurité, de santé, d'équipements publics, de tout ça. Ça a un coût, c'est une enveloppe. Sorti de là, ça a un coût et ce coût, il faudra le financer. Alors soit on ne le fait pas, soit on le reporte, soit il faut le payer. Mais il faut dire la vérité, parce que sinon on rentre dans un truc extrêmement populiste où tout le monde lève la main et les autres, et comme en plus l'opposition à M. Macron aujourd'hui est quand même pas très brillante, messieurs Mélenchon, Mme Le Pen, un peu tout le monde arrive. C'était pas M. Wauquiez. Mais il n'intervient pas beaucoup là-dessus, enfin, même parfois les Républicains. Mais je trouve que les Républicains ont été meilleurs quand même dans des explications plus pragmatiques sur la façon dont on devait gérer les choses. Et je ne les ai pas entendus crier en permanence, crier au loup en disant effectivement il faut tout renverser. Je n'ai pas entendu les Républicains et ces partis traditionnels s'exprimer comme ça. Juste en un mot, au final, quand on voit que Gérard Collomb, le premier des macronistes, déserte un peu, critique le gouvernement, vous pourriez reprendre le flambeau de ces électeurs d'En Marche, finalement. Qui, moi? Ouais, qui portent ces idées libérales, d'économie, qui ne sont plus vraiment défendues. Non, mais vous savez, les idées libérales, c'est très intéressant, mais pour libérer les choses. Le libéral seul, ça ne marche pas. Il faut des garde-fous, il faut des explications. Moi, je ne suis pas un libéral pur et dur. Hein. Merci beaucoup, Pascal Bach, d'avoir été mon invité. Tous vos replays sur tlm.tv. Très bonne semaine à vous. Coup de projecteur chaque